Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir chers amis, bienvenue à vous. Merci de nous retrouver. Sahaf Tourkom, nous sommes... Je ne sais pas s'il faut vous le répéter à chaque fois, mais toujours content et heureux de vous retrouver. C'est sincère. Ça nous permet de passer avec vous une heure à revoir l'actualité qui vous a marqué, qui nous a marqué, et peut-être vous donner des clés de compréhension d'une actualité qui n'est pas toujours évidente. Alors, ce soir, nous allons revenir sur cette fuite généralisée au bac. Notamment, nous parlerons aussi de la coupure, la grande coupure qui a eu lieu justement après cette nouvelle session qui a été organisée pour contrer la triche, l'accès aux réseaux sociaux, d'où le mal est arrivé, fortement perturbé, voire impossible. Ce n'est pas une coupure, selon la ministre Houda Ferraoun, mais une réduction du trafic. Il faut faire des sacrifices, dit-elle, et s'aider un peu de notre bien-être. Sauf que la question du bien-être, c'est pas de cela qu'il s'agit forcément, c'est la communication du monde moderne. Et la dernière fois que c'est arrivé, le principal câble sous-marin qui avait été coupé par un bateau, c'était en 2015. Là, c'est vraiment une décision souveraine qui en dit long et qui pose un certain nombre de questions. Elle est pénalisante, c'est certain. On va en parler autour de cette table, mais surtout une mauvaise réponse à un vrai problème et une vraie question qui se pose. On en parle dans cette première partie avec nos amis ici autour de cette table. Il y a Abed Sherif. Bonsoir Abed. Bonjour. Journaliste chroniqueur, il a écrit de nombreux ouvrages, il est parmi nous ce soir. Qadi Hussein, bonsoir, éditeur d'Interface Média et le Maghreb émergent. Bonsoir. Et le spécialiste Farid Farah, spécialiste des technologies de l'information et de la communication, qui a bien voulu venir nous voir ce soir pour nous éclairer. En fait, quand Farid est avec nous, c'est qu'Internet a été coupé la semaine d'avant. Bonsoir. On s'en rend pas compte, mais on a l'impression que l'histoire se répète. C'est l'ingénieur réseau qui vient rétablir le jus. Saïd Jaffer, responsable éditorial de l'Huffington Post. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Et puis Akram Khrieff, responsable du site L'homme au fusil. L'homme au fusil. Il est doux comme un agneau, je vous rassure. Responsable du site. Pacifiste. Voilà, Secret d'Iffer. L'information sur la défense en Algérie, au Maghreb. Bonsoir Akram. Sahaf Torkom à vous tous. Merci d'être là. On va revenir sur cette actualité qui vous a marqué, qui nous a remarqué. Je rappelle quand même qu'en deuxième partie, nous reviendrons sur ce mouvement qui a eu lieu au sein des patrons d'entreprises. Il y en a eu plusieurs. On va essayer de s'interroger. Et puis, nous parlerons aussi, bien sûr, de l'affaire Al-Khabar, cette décision des avocats. Donc, de se retirer. Nous en parlerons tout à l'heure. Un petit tour de table pour revenir un peu à ce qui vous a marqué. Ce n'est pas forcément une actualité que l'on va aborder ce soir. Abed Sherif, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? Écoute, je voulais parler de cette dame qui est chargée de promouvoir l'Internet et qui a décidé de couper l'Internet. Donc, mais c'est trop algérien. Donc, je vais parler de quelque chose qui m'a... un petit événement qui est plus positif. Le directeur général de l'Algérienne des Eaux a démissionné. Ça me rassure, il y a encore des gens capables de démissionner en Algérie. Oui, il fait partie de ce dont on parlera tout à l'heure en deuxième partie. Hassan ? Rien de cette semaine. Ce qui m'a marqué, c'est un incident à l'Assemblée nationale. C'était la dernière. Je crois que c'était le jour du CPP, mercredi dernier. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est le ministre de l'Industrie, Monsieur Abdeslam Bouchoueb, qui s'est fait insulter par un député spécifique, qu'il a traité de fils de Harki, qu'il a dit qu'il ne voulait pas être gouverné par un fils de Harki. Et spécifique a donc mis en avant une qualité qu'on ne peut pas reprocher à... D'abord, son père n'est pas fils de Harki, donc c'est déjà une diffamation. Ensuite,
Ensuite, la vraie accusation, ça aurait été de lui dire qu'il est impliqué dans les affaires de placement d'argent à l'étranger et que s'il devait lui reprocher quelque chose, ce serait plutôt cela. La réplique du vice-président de l'Assemblée nationale, ça a été d'insulter le spécifique en question, M. Tiaïba. Donc, il y a eu une série d'échanges d'insultes devant les députés à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est le quatrième mandat version parlementaire. Oui, et on lui a interdit d'assister aux séances pendant plusieurs mois, je pense. Voilà, c'est une sanction qui est tombée. 6 séances. Ouais, 6 séances, exactement. Oui, Farid. Bon, moi, en ce qui me concerne, l'événement pour moi le plus important de la semaine, c'est la réaction du gouvernement face à une... Bon, pour lui, c'est une crise. Pour les spécialistes, il y a une divergence pour la fuite des sujets du bac. Est-ce que c'est une crise nationale? Est-ce que c'est une affaire qui concerne uniquement le ministère de l'Éducation? Mais malheureusement, le gouvernement a décidé de supprimer l'accès à Internet. Moi, je qualifie ce geste, c'est comme, je vais faire de l'illustratif. Supposons, vous savez que le plagiat prend de l'ampleur. Supposons que le gouvernement algérien demande à Microsoft de supprimer le copier-coller de l'Office. Voilà, c'est la même chose. On supprime le copier-coller pour combattre le plagiat. On arrête Internet pour stopper une action illicite isolée qui concerne le ministère de l'Éducation. Oui. Voilà. Écoute, on va avoir l'occasion d'en parler. On va en parler pendant C'est toute l'Algérie qui a passé le bac de Exact. Ben Rabaret 2. Donc c'est ça. Exact. Saïd. Alors, le décès de Cheikh Ahmed Ben Youssef, l'imam de la mosquée de Jama al-Kbir, un vénérable personnage, qui est un des récitants du Coran à la manière maghrébine et algérienne, qui est magnifique, hein, qui inspire de respect. Allah yarhamou. Akram. Moi, une première chose, je voulais juste m'excuser la dernière fois où je suis passé, j'ai commis l'immense... la connerie de dire que le bac, que l'histoire des fuites du bac était probablement la main de l'étranger. Ça me honne, désolé. J'ai été con, mais pour moi, c'était moi, je l'ai quasiment dit. Non, mais tu répétais ce que tu as entendu. Répété, oui, mais Si quelqu'un assume ses conneries, c'est bien. J'assume. J'étais pas là. Non, mais l'événement de la semaine, pour moi, c'est 18 terroristes tués et 4 autres qui ont été arrêtés suite à l'opération près de Mdia, et qui est un événement très important parce qu'il s'ajoute à la vingtaine de terroristes abattus à Bouira il y a quelques jours. C'est très important, cette résurgence du terrorisme en Algérie. Oui. Et les mêmes militaires qui ont été accueillis avec des applaudissements par la population, des images ont tourné, je ne sais pas si vous les avez vues, celles-ci, malgré la coupure d'Internet, des images ont tourné un peu sur Internet. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces arrestations? C'est beaucoup, 18 terroristes. Sincèrement, je pense qu'on devrait organiser un petit CPP rien que pour ça, parce qu'il y a tellement à dire, beaucoup de choses à dire à ce propos. La situation commence à vraiment être inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a pour toi, il y a de plus en plus de... Ça va un peu à l'inverse du message qui nous est donné. Mais bien sûr. Comme quoi, on est en train d'éliminer... Voilà. C'est quoi? C'est le nombre de terroristes qui augmente ou c'est la fréquence, c'est les quantités d'armes saisies, c'est la proximité avec la capitale. Et c'est le fait de se réveiller un beau jour et découvrir qu'on avait des nids de terroristes pas loin d'Alger... qui pullulaient et qui passaient inaperçus. Donc ça sous-entend de la logistique, un appui, etc., etc. C'est pas parce qu'on communique plus depuis... Non. C'est pas parce que le MTN quotidiennement fait des bilans. Ça dure depuis 2 ans maintenant. Il communique très bien. C'est vrai que la DCIO a complètement changé et tout. Il communique, mais on ne tue pas un terroriste avec un communiqué, je pense. Pour toi, le niveau de sécurité, il est plus élevé depuis quelque temps, depuis cette importante saisie d'armes ou...
Vous savez, le niveau de sécurité en Algérie est exceptionnel depuis 25 ans. Donc, oui. Mais bon, il n'y a pas plus à dire. Il n'y a pas plus à dire là-dessus. Bon. Ok, c'était important de faire un petit point. Merci Akram. On va faire quand même, on va revenir sur cette actualité qui a marqué Farid, parce que c'est toute sa vie, je pense. il n'est pas le seul. J'ai lu un expert en technologie de l'information et de la communication. C'est arrivé le 19 juin. Là, oui. C'était pas un coup d'État pourtant. Le 19 juin numérique, il fallait le dire. C'était pas un coup d'État. C'était pas un coup d'État. Pas un détail. Hein. Mais vu la décision importante qui a été prise, on s'interroge, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà, pour que les gens comprennent, pour avoir une idée un petit peu plus précise sur cette démarche, est-ce que c'est légal ? J'ai lu, je te dis, un responsable de technologie de l'information, enfin un expert comme toi, qui disait que c'était pas légal. Qu'est-ce que tu en penses ? T'es d'accord ? Oui, bon, ça dépend sur quel plan. Si c'est sur le plan commercial, bien sûr, c'est une atteinte aux droits de consommateurs. Maintenant, si c'est sur un plan de gouvernance, c'est réellement... parce que depuis, juste un petit rappel, l'Internet, il a sa particularité, c'est qu'il a un contexte international. C'est-à-dire, depuis les attaques des studios de Sony aux États-Unis, on commence à réfléchir dans beaucoup de pays de créer ce qu'on appelle un interrupteur, un switch, pour stopper Internet en cas d'attaque massive, d'attaque cybernétique massive, pour préserver les données sensibles des citoyens. En Algérie, ce n'est pas le cas. En Algérie, on a utilisé les réseaux sociaux pour augmenter ou bien pour créer un impact de masse, pour généraliser une fraude. Voilà ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire que... Ce n'est pas une cyberattaque. Ce n'est pas une cyberattaque. Il n'y a pas des données qui risquaient d'être perdues. Il n'y a pas de données qui risquent d'être perdues. Il y a une crédibilité d'un examen qui était mise en jeu. S'il n'y a pas d'attaque massive, et si on compare avec des cas un peu dans certains pays, je peux vous dire que c'est illégal. Voilà. Mais cette histoire, elle a un volet très important, c'est-à-dire que couper... je vais faire de l'illustratif avec le monde réel, avec le monde numérique. D'accord ? Il n'y a pas eu d'attaque cyberattaque. Donc il n'y a pas eu de menace dans l'espace numérique. Il y a une équipe qui... D'ailleurs, juste à titre d'exemple, la fraude dans les examens ne concerne pas uniquement le bac. On est silencieux. En université, il y a une prolifération de fraude extraordinaire dans toutes les universités. Il y a du plagiat, de la fraude, en utilisant bien sûr Internet, mais ils ne l'ont pas arrêté. Le bac, il a un impact national, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre d'une activité gouvernementale importante. Il y a tout un ministère qui s'est mobilisé pour organiser le bac. Apparemment, ils ont décidé de filtrer les réseaux sociaux pour éviter une fuite de masse. Mais, en ce qui me concerne, mon avis personnel, c'est qu'il est temps de tirer les leçons de cette crise. J'espère que je ne serai plus invité, c'est-à-dire il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de coupure d'Internet. Non, si, je suis content, il n'y a pas de souci. Mais on continue à organiser les examens du bac avec la même méthode où il n'y avait pas Internet. Oui. On va en reparler, mais pour rester un peu sur des choses techniques, l'autorité de régulation, elle n'a pas beaucoup joué de son rôle d'arbitre là-dedans finalement, puisqu'on dit que c'est une démarche qui est illégale. En plus, il n'y a pas de loi. Maintenant, Internet, l'information qui circule à travers Internet, est-ce que c'est un service de communication ou c'est un service de télécommunication? Ça, c'est une question importante. Si c'est un service de communication, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la liberté numérique. Si c'est un service de télécommunication, c'est une atteinte aux droits des consommateurs
de rester branchés parce qu'ils ont payé pour rester branchés. Voilà. Le gouvernement a voulu faire ce que j'appelle moi un couvre-feu numérique, c'est-à-dire tous les Algériens deviennent des bacheliers. On n'a pas le droit d'accéder à Internet parce qu'il y a des fraudeurs. C'est pas une solution, c'est une suppression du problème. Et le rôle de l'autorité, le rôle d'arbitre de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation, elle ne régule pas l'Internet. Elle n'a pas joué son rôle cette fois. Internet, c'est pas. C'est un arbitre entre le ministère. L'autorité de régulation, c'est l'autorité téléphonique. L'autorité de régulation, c'est le miroir de l'Union internationale des télécommunications. Elle régule les télécommunications. Mais selon la réglementation internationale, Internet, c'est pas un service de télécommunication. D'accord ? Il est gouverné par des ONG. Donc, l'autorité de régulation n'a pas à s'ingérer dans la régulation du web. C'est pas à elle de décider de couper ou pas. Et dans la décision, elle n'a pas son mot à dire. Est-ce parce qu'elle devrait avoir une certaine autonomie qu'elle n'a pas, une certaine indépendance qu'elle n'a pas. Non, elle devrait défendre les intérêts des consommateurs des services télécoms. Et elle devrait veiller aux intérêts. On a coupé Internet ou bien on a filtré, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Parfois, on dit qu'on a filtré les réseaux. Parfois, bon, au premier jour, il y a eu les réseaux sociaux, les plus importants. Ensuite, il y a eu le Google Play, qui a été stoppé pour ne pas télécharger les applications VPN. Donc, couper Internet par le gouvernement sans loi. Il n'y a pas de loi en Algérie. Il n'y a pas de loi de télécom en Algérie. Il n'y a pas de loi d'Internet en Algérie. En fait, pardon, à un moment, il y a le Premier ministre qui a dit que c'est une menace nationale, la fraude. C'est au nom de ça qu'ils ont pris la décision. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de souci de loi. Ils ont invoqué des notions de sécurité. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais juste pour te dire comment ils ont pensé. Ils ne réfléchissent pas en termes de loi. Ils ont apprécié. Il y a des réquisitions à signer, à présenter et tout. Même dans ça, ils n'ont pas respecté la loi. Parce que c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, ont le droit de réquisitionner tous les réseaux. Dans les cas de force majeure, dans les cas de catastrophe. Non, la loi existe. Aux États-Unis, Obama, en 2012, il a signé un décret l'autorisant à s'approprier tous les réseaux des télécommunications privées et publiques en cas de catastrophe naturelle. C'est le cas en Algérie, dans les cahiers de charges pour les opérateurs privés. En cas de catastrophe naturelle. Mais ils ne sont pas dans un cas de catastrophe naturelle. Non, c'est un cas de force majeure. Oui. Mais il n'y a pas eu de réquisition officielle. Il n'y a pas eu de document signé par le Premier ministre qui dit que les réseaux sont réquisitionnés pour telle cause et qu'il faudrait faire l'impasse sur ça. Le pire, excusez-moi, c'est que 2 jours après, personnellement, j'ai pas réagi à la coupure. J'ai subi comme tout le peuple algérien. Ce qui m'a outré, c'est la réaction du ministre des Télécoms 2 jours après, qui vient ex post dire il faut qu'on se sacrifie, il faut accepter ça. Bon, là c'est la ministre Iman Houda Facebook qui a dit que nous devions ex post accepter ça et accepter ce sacrifice. Déjà, moi je trouve bizarre qu'on soit paternaliste quand on se réclame jeune et quand on est mis en vitrine du gouvernement comme étant le symbole de la jeunesse. Elle a une attitude qui est complètement paternaliste. Je vais vous lire. J'ai pris la place de quelqu'un, je sais, mais je m'en fous. Je vais vous lire ce qu'elle disait à la tribune du congrès SMSI à Genève sur le droit de l'information. Elle disait le principe, ça s'est passé en mai dernier. L'Algérie défend le principe de l'accès pour tous afin de consacrer la souveraineté des peuples et des nations. Elle dit aussi à la fin. Je défends le droit de chacun d'accéder à Internet sans contrôle aléatoire.
Là, bon, c'est vrai qu'elle s'adressait à des Blancs, elle était à Genève. Est-ce qu'on est obligé de l'écouter? Là, on est obligé. On est obligé. Là, je suis désolé. Elle le dit. Ah non, samahni. D'accord, au moins que je termine. Termine. On est obligé de l'écouter parce qu'elle a représenté l'État algérien. Elle s'est adressée à un parterre de représentants de tous les pays en parlant au nom du peuple. Et aujourd'hui, face au peuple, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle a dit. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous sommes un peuple colonisé qui n'a pas droit de citer? Ou là, ça veut dire autre chose? Vas-y, tu veux prendre la parole, Abed? En réaction à cette démarche. Est-ce qu'on est obligé d'écouter ces gens? Est-ce qu'on est obligé d'écouter une mise de l'Internet qui coupe l'Internet? Ben oui, On est obligé de parler de la tant que tu vis dans cette société. Non, il faut évacuer tout ça. Ça. On est face à un problème énorme, mais qui a des volets. Il a un volet technique. Je ne suis pas qualifié pour parler du volet technique. On coupe. Il y a un volet politique, un volet juridique. Mais c'est le volet politique qui nous intéresse. Voilà des gens qui ont la prétention de régler un problème de fraude au bac. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'Internet. Vous savez ce qui va se passer demain? On va arrêter la circulation automobile parce qu'il y a 5000 morts par an. C'est énorme, 5000 morts. C'est plus grave qu'une fraude au bac. Donc autant arrêter la circulation automobile. Abed, excuse-moi de t'interrompre, mais tu vas un peu trop vite en besogne, parce que c'est vrai qu'il n'y a que du politique, il n'y a qu'une démarche politique, mais il est important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette démarche. Il est important de parler par exemple des dommages. Il y a eu des dommages encore une fois, même si on estime qu'aujourd'hui seuls 20% des entreprises sont connectées à Internet. Sur ces dommages, est-ce qu'on peut les évaluer? C'est important aussi. Moi, j'ai tendance un peu à réagir un peu comme Abed. C'est-à-dire, si on rentre dans la logique, dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on se met dans une posture où on avait la promesse que ces choses n'arrivent pas, et aujourd'hui, on est surpris qu'elles arrivent, et on commence à chercher le caractère légal ou pas, les dégâts s'il faut les payer ou pas, les voitures, etc. Et les préjudices. Bon, moi, j'ai envie de rester une séquence avant. La question, c'est est-ce que le gouvernement algérien est capable de résoudre ce problème de fraude au bac autrement? Est-ce qu'il est capable intrinsèquement? Est-ce qu'il a l'intelligence de la gouvernance qui lui permet de régler un problème qui touche une catégorie des Algériens sans stopper l'économie du pays ou la perturber fortement? Moi, je prends juste un exemple. J'ai une source, une réaction d'un grand chef d'entreprise multinationale chinoise dans le domaine des équipements, qui a découvert l'Algérie il n'y a pas très longtemps, je ne peux pas citer l'enseigne, un géant mondial, qui était choqué par ce qui était arrivé. Complètement choqué, parce que il est dans un pays où on ne va pas à la Chine, c'est un autoritarisme, on ne peut pas aller sur Facebook, on ne peut pas aller sur Google, mais ils ont leur Facebook, ils ont leur Google. Donc voilà, et ils ont leur Amazon, ils sont au-dessus de Amazon d'origine, hein, bien, Alibaba. Bien. Il était choqué. Il a dit, chez nous, on a tous les 3 mois des examens qui mobilisent 50 millions de Chinois. Tous les 3 mois, à différents paliers, etc. Si on devait faire cela, l'économie s'arrêterait. Il était complètement choqué. Et en fait, on ne devrait pas être surpris, parce que tout ce qui s'est passé jusque-là, ça rend compte d'abord d'un pays qui n'est pas suffisamment... qui n'est pas suffisamment connecté, qui n'est pas suffisamment dépendant pour réaliser que c'est très important, et d'une gouvernance autoritaire, qui est capable de tout et qui va toujours donner la priorité à la solution la plus radicale, celle qui méprise le plus les libertés et les droits des citoyens. Tout simplement, il n'y a pas de surprise. Maghreb Émergent a fait le premier papier qui a annoncé je me trompe pas, on a fait le premier papier qui a annoncé ce qui allait se passer. Et bon, il y a des gens qui nous appellent et nous disent attendez, vous n'êtes pas sérieux, c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. Sur l'efficacité de toute façon de cette mesure, on s'est bien rendu compte que c'était pas très efficace. Il y a eu cette histoire Au contraire, cette mesure a créé une autre crise. Elle a montré la crise de la gouvernance d'Internet en Algérie. Je pensais au VPN avant la gouvernance. Je pensais au VPN, ce VPN, cette nouvelle porte. Il n'y a pas que les VPN, il y a aussi Tor. Qui est un VPN. Et qui est le VPN le plus utilisé par les terroristes. Par les terroristes. Bon, pourquoi aller faire une navigation Internet dans l'informel? Parce que vous naviguez via les VPN, mettrait en danger
toutes les données personnelles qui sont stockées dans le terminal. Fallait d'expliquer ce que c'est qu'un VPN aux gens, parce que les gens confondent, pensent que c'est un logiciel. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Comment je vais vulgariser? Vous savez, Internet, c'est un ensemble de tuyaux. Si on identifie des tuyaux, on bloque Internet. Mais il y a des tuyaux qui sont privés, qui sont cryptés et qui sont payants, ou parfois ils sont gratuits. Si ces tuyaux cryptés, ils sont transparents, ils échappent au contrôle des filtres. Si on met un filtre sur le tuyau qui mène vers Facebook, rien ne passe. Mais avec un tuyau transparent, on peut passer. J'espère que j'ai bien vulgarisé. Je ne veux pas parler trop technique. C'est des protocoles, c'est des équipements, c'est des adaptations de protocoles. Mais Internet, c'est un ensemble de tuyaux. Donc, si vous avez un tuyau transparent, c'est pour ça qu'on appelle Virtual Private Network. C'est-à-dire, est-ce que je peux me substituer 2 secondes à Souhila pour te poser une question? En fait, je nous la pose à nous tous. Est-ce que cette fois-ci, il n'y avait rien à mettre à l'entrée du tuyau? Peut-être que tout simplement, cette fois-ci, ce deuxième bac, oui. On a militarisé la procédure de la production des sujets. Peut-être qu'il n'y avait rien à mettre à l'entrée des tuyaux. C'est-à-dire que même avec les PN, il n'y avait plus de fuite. En fait, on a en même temps agi sur la source, sur le véritable problème. En fait. C'est même probable. Hein. Même probable. En fait, on est dans une aberration. Les sujets d'examen, ça mobilise au maximum 300 bonhommes. Si tu ne contrôles pas 300 bonhommes, tu vas essayer de contrôler tout le cyberespace. C'est aberrant, c'est totalement fou. Hein. C'est cinglé comme démarche. Je vais continuer dans l'illustratif, dans la vulgarisation. Continuer à faire un sujet de bac de la même manière que celle de l'époque où Internet n'existait pas, c'est comme il a dit mon ami Akram, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on doit faire entrer dans toutes les institutions administratives, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur ou tout autre secteur administratif, la notion de transformation numérique. Il faut, aujourd'hui, tout centre d'examen doit être éloigné de toutes les ondes électromagnétiques. Parce que ce sont les ondes électromagnétiques qui transportent cette information. Tout l'itinéraire entre la source de conception du sujet vers le destinataire qui est le bachelier, il faut éloigner, il faut enlever les ondes. Oui, mais ça ne marche pas, ça. Je suis un peu surpris que tu proposes ça parce que la fraude, elle a eu lieu bien en amont, avant que l'examiné n'arrive au centre d'examination. C'était la veille qu'ils pouvaient l'avoir. Même au niveau du centre. Mais les gens arrivaient avec leur sujet, ils les avaient déjà. C'est avant. Il faut bloquer la source. En réalité, ce qu'on ne dit pas. Vous m'avez pas compris. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la fraude n'est pas de cette année. Que c'est une pratique ancienne. Que ça tournait dans des réseaux assez restreints. Des gens qui ont accès à l'information, leur donnent à leur progéniture et ça circulait dans des circuits restreints. L'Internet, parce que parmi cette progéniture, il y a des gens bien, généreux, peu importe, ils ont décidé de la mettre sur Facebook. Ils ont démocratisé la triche. Et c'est ça le moment que ça crée le problème. En réalité, la solution n'est pas technique. Il faut réformer le baccalauréat. Au lieu de perdre son temps à parler de la derja, quand on nous a embarqué pendant 3 mois, réfléchissons comment résoudre, comment réformer le bac. C'est un examen absurde qui devient absurde. Saïd, la vraie question, c'est est-ce qu'il est devenu impossible aujourd'hui pour l'État de trouver des fonctionnaires, des enseignants, des policiers, des gendarmes capables de faire le travail en amont, c'est-à-dire acheminer des sujets jusqu'au bout et jusqu'au centre d'examen. Voilà, la ministre dit que c'est une solution d'urgence de son aveu même. On est au cœur du débat politique, là. Vous vouliez le débat politique, on est au cœur du débat politique. En fait, on a l'illustration, ce qui vient de se passer, en 2 mots, je vais laisser Abed parler, c'est qu'on sait ce qui va se passer à la prochaine poussée populaire, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y aura l'équivalent de janvier 2011, il faut toujours se rappeler qu'en Algérie, il y a eu des émeutes en janvier 2011, au même moment que le printemps tunisien, et qu'il y a eu des morts, et que ça a été plus ou moins réprimé brutalement. La prochaine fois, il faut s'attendre à ce qu'on recourt à ceci, parce qu'on va penser que les gens vont se rassembler dans la rue grâce à Facebook, et donc les libertés numériques vont être à chaque fois piétinées. C'est un recours de répression qui, de mon point de vue, a été
sacralisé avec cette histoire du bac. Abed. On a fait du sellel pendant une demi-heure, dans le sens où on a créé un problème pour éviter de parler du vrai problème. Il y a 2 ans, M. Sellel a fait une instruction disant qu'il faut envoyer tous les gens de 60 ans à la retraite. Parce qu'il n'avait pas prévu ce qui pouvait se passer. Aujourd'hui, on bloque tout départ à la retraite. Donc, en pensant régler un problème de chômage, il a créé un problème. Là, on a un problème qui est celui d'une organisation crédible du bac. On a essayé de régler ce problème. On a créé un problème de l'Internet. On est dans un pays qui considère que l'Internet est un problème. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Quelque chose qui a apporté des solutions à des questions énormes, économiques, politiques, de communication, d'enseignement, de recherche scientifique, d'éducation. La plus grande révolution de ce début du XXIe siècle, Monsieur Sellel, Madame Ferhoun, on en fait un problème. Donc, comment discuter de ça? C'est un monde qui est totalement différent. Il n'y a rien à dire sur ça. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette solennité que l'on veut donner à cet examen alors qu'on est... On en a parlé la semaine dernière. Moi, j'étais tenté... on est sur un terreau. J'étais tenté de faire une lecture de classe, une lecture d'anciens marxistes mal repentis, en disant que dans un peu le chaos qu'il y a dans ce pays, avec les valeurs, etc., les élites d'argent et les élites de pouvoir veulent préserver pour leurs enfants quelque chose qui est de la valeur pour aller à l'international, qui serait le bac algérien. Mais effectivement, ça a raison de faire l'amour, c'est sujet à caution parce qu'une grande partie de ces élites-là utilisent Alexandre Dumas, utilisent d'autres recours, peut-être que d'autres le font pour d'autres raisons, mais parce que ça donne un meilleur enseignement. Donc, à la limite, si le bac algérien est poinçonné de vices, s'il est plus crédible, il y a cette possibilité-là pour ces élites d'argent et ces élites du pouvoir de pouvoir recycler leurs enfants, de les placer autrement. Donc, mais la façon dont on a réprimé la répression, la valeur, la crédibilité du bac, me laisse penser quand même qu'aux yeux de ces élites, ça reste quelque chose d'important. Il y a un point. À mon avis, la surréaction, c'est parce que ils étaient face à un discrédit immense. Les réseaux aussi les ont discrédités. Vous avez un État qui aspire à gouverner un pays qui n'est pas capable d'organiser un bac. La surréaction, elle est venue par la tbadila qu'ils ont reçue. Et la réponse, elle est... Vraiment, ils ont surréagi. Écoute, moi j'ai quand même une autre explication, parce qu'on ne peut pas l'occulter. Depuis quelques années, le bac est devenu une opération sécuritaire plus que pédagogique. C'est la présence des services de sécurité dans l'organisation et autour est devenue pesante, elle est devenue insupportable. Ça, il faut le dire pour que l'école redevienne l'école. Maintenant, pour cette histoire, pour l'histoire du blocage de l'Internet, Madame Ferhoun a quand même une formation dans le domaine. Elle sait, j'exclus l'idée qu'elle ne soit pas au courant qu'il y a des possibilités de contourner, que sa méthode n'est pas bonne. Elle sait. Madame Benrabrit sait où est le problème, comment ça se passe. Elles ont toutes les deux accepté le blocage de l'Internet. Pourquoi ? Parce que la décision a été prise ailleurs. On leur a dit, voilà ce qu'on va faire. Elles ont apporté leur caution technique à une décision qui est prise ailleurs. De mon point de vue, je ne l'exclus pas, on a fait une expérience grandeur nature de la possibilité de bloquer l'Internet. Oui. Pour des jours sombres qui peuvent venir, il faut que si la situation... Oui, je termine. Si la situation se dégrade, on fait une expérience grandeur nature. C'est des manœuvres militaires. Oui. C'est conçu comme une manœuvre militaire pour se préparer à une situation. On peut y voir un message brutal pour nous dire qu'on peut faire ce genre de choses. Ça, c'est clair. Et le message est dedans. Il y est. Tu es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on expurge le mot bac de ce qui s'est passé,
on a fait face à quoi? On a fait face à une fronde d'une partie de la population contre l'institution. Donc il y a eu une sorte de révolte contre l'institution. Je vous avais annoncé il y a 9 mois qu'il y avait des signaux qui tendaient vers un durcissement et vers une censure plus grande de l'Internet. Ça a été l'occasion idéale, parce qu'ils ont eu le justificatif, de tester ces méthodes-là. Mais je vais parler d'autre chose. Ce que Ihsan n'a pas dit, c'est qu'il y a eu un problème d'anticipation de la crise. Ils ont eu une année pour organiser le bac, et l'année passée, il y a eu une fuite qui s'est propagée de manière très limitée sur Internet. Ils avaient une année pour se préparer. Une année. Et vous disiez que c'était difficile de gérer les gens, qu'il y avait un problème de cadre et tout. S'il y a des protocoles qu'il faut, les gens ne comptent pas, leur niveau ne compte pas. S'il y a une capacité d'engineering pour pondre des protocoles, pour sécuriser une opération, un service, une société ou une administration, nous n'avons pas besoin, les gens sont des robots dans ce cas-là. Donc il y a une perte d'engineering en Algérie. Autre chose, partie de l'émission, ça. Autre chose très très importante. Aujourd'hui, pourquoi je suis offusqué par l'attitude de la ministre, hein, exactement. Je suis offusqué parce que non seulement elle s'est mise sur une posture paternaliste après quelque chose de très grave, mais depuis son installation, elle n'a absolument rien fait. On n'a pas bougé d'un iota depuis 1996-17, où on a libéré Internet en Algérie. Les prix sont toujours, les prix sont toujours très chers. Il n'y a aucune économie numérique, aucune. On ne peut pas aujourd'hui exporter de la donnée à partir de l'Algérie et gagner de l'argent. Il n'y a pas d'économie numérique, il n'y a pas de data center en Algérie. On aurait aimé, Aïbadallah, que les gens utilisent des VPN dans des data centers en Algérie. Je rêverais que des Chinois utilisent des VPN qui aboutissent en Algérie ou des Iraniens. Et j'invite les autorités, les services secrets, d'investir dans les VPN. Parce que c'est là où la donnée demain va circuler. C'est là où il faut capter. Soyons un paradis numérique. Bien sûr. Équivalent du paradis fiscal. Voilà. Farid, pour terminer cette première partie, je te donne la parole. Dans d'autres pays, on transmet le sujet du bac par VPN. Exactement. Ouais. Vers les centres d'examen. On a éliminé toute intervention humaine dans le transport du sujet. Exactement. Dans des pays très voisins. Tu penses ça? Tunisie. En Tunisie, oui. Il faut le nommer. Voilà. C'est bien. Ouais. Il faut citer la Tunisie. On transmet le sujet par VPN, via Internet, par VPN, vers les centres d'examen pour être imprimé. Donc il n'y a pas d'intervention humaine dans le transport. Donc pas de risque de prendre une photo, surtout aujourd'hui la technologie. Elle permet de prendre des photos, elle permet de stocker en masse les données. Mais il y a un autre problème, si vous voulez, d'ailleurs vous pouvez organiser une autre mission. Sans parler de la coupure d'Internet, la relation entre les examens et les technologies de l'information. Tout à fait. C'est tout un sujet. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont changé complètement de stratégie d'examination dans les universités. On installe des détecteurs d'ondes. Oui. Dès que des détecteurs sonnent, c'est comme un détecteur de métal. Dans la salle d'examen, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui reçoit ou qui envoie de l'information. On procède à une fouille. Et d'abord, avant l'examen, on lui fait signer un engagement à ne pas frauder. Et s'il est rattrapé dans la fraude... Parjure. Et c'est une sanction terrible. Les moyens existent. Bon, finalement, on n'a pas beaucoup fait... Vous n'êtes pas trop étalé sur le politique, sur le débat politique. À tout de suite, une petite pause, on revient. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ?
Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Le débat au CPP se poursuit. Merci de continuer à nous écouter, de nous accompagner jusqu'au bout. Il y a eu cette semaine plusieurs mouvements à la tête d'entreprises publiques. On va les citer. Il y a eu... On a parlé depuis le début de l'émission de l'autorité de régulation. Entre autres, son patron a été limogé par la ministre. Il y a eu Saïdal, le patron de Saïdal, qui a été écarté. Celui des domaines aussi remplacé. Et puis celui de l'agence des eaux. Qui a démissionné. Voilà, qui a démissionné de l'Algérienne des eaux. Abed Sharif en a parlé tout à l'heure. Lui aussi est parti. Alors, la question qui se pose... Tous ces départs en même temps, est-ce que c'est l'État qui reprend en main les choses ou est-ce que ça cache un malaise, peut-être autre chose? Comment est-ce qu'il faut interpréter Je ne sais pas, il était censé avoir la main avant. Hein. Pourquoi en enlevant des patrons, ce serait une reprise en main? C'est des gens qu'il a désignés lui-même. Voilà. Je ne sais pas, je prends l'exemple de Saïdal. Si après 7 mois, tu changes le directeur, ça veut dire que tu as pris une mauvaise décision d'enlever Boumediene Darqaoui, qui avait une bonne réputation. Je ne connais pas, mais c'est comme ça qu'on évalue. Moi, je ne vois pas la reprise en main. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Après, on peut rentrer dans les détails. La RPT, tiens, pour rester un petit peu, on va enchaîner ensuite. La RPT, le départ de la RPT, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Tu as une opinion là-dessus, Farid? Oui, moi je le lis à la coupure d'Internet. Donc ça n'a pas trop bien marché. Donc il faut que des fusibles sautent. Voilà, c'est l'interprétation que je donne. Et on peut relever qu'à Algérie Télécom, il y a eu un changement à la fin du premier bac. Au lendemain du premier bac, du premier bac, où le DG d'Algérie Interface a sauté. On peut aussi supposer que c'était lié à Internet. Algérie Télécom, pardon. Vous partagez cet avis? Moi, j'ai lu un commentaire, par exemple, des interventions, des informations du journal Al-Watan qui disait que c'était lié à sa gestion, qu'il y avait beaucoup de dépenses de sa part et que ça a été découvert au moment où on annonce qu'il y a une coupure de... On n'est pas en mesure de le savoir, même. Ouais. Si Al-Watan le dit, j'espère qu'il a suffisamment d'infos et de preuves. C'est une agence très très riche, hein, donc je ne pense pas que ce soit lié aux dépenses. Ouais. L'ADE. Je ne pense pas qu'elle a beaucoup de dépenses, sauf les missions à l'étranger. Bah oui, il a cité ça entre autres. Parce que la RPT, c'est une administration. Non, mais en fait, dans chaque... il y a une gestion fragmentée du pays. Une gestion par parcelle. Si on prend, on ne parle même pas d'aujourd'hui, on parle d'il y a 6 mois, l'histoire de Saïdal il y a 6 mois. Il avait été dit qu'il y avait des choix qui ont été faits par le PDG de Saïdal et que ces choix n'ont pas été agréés par le ministre de l'Industrie de l'époque. Donc, il y avait un rapport de force et des intérêts en jeu qui étaient très concrets. Et ça a été tranché en faveur du ministre de l'Industrie. De l'époque, qui est toujours en poste. Qui est toujours en poste. Donc, ça, c'est une crise qui concerne un secteur qui est tranché en fonction du rapport de force qui est là. Toutes les crises peuvent être lues de la même manière, sauf peut-être celles qui sont liées à l'Internet. Là, quand ça monte, il faut offrir un échappatoire, il faut que ça souffle. Donc on ouvre la cocotte en dégageant quelqu'un. La nouveauté pour les entreprises, c'est qu'il y a moins d'argent, il y a moins de devises, donc moins de rentes, y compris pour les privés. Et donc la répartition va devenir un peu plus difficile. On fait une nouvelle répartition. Et tout ça, de mon point de vue, est lié à ce qui s'est passé depuis le changement du gouverneur de la Banque d'Algérie, des ministres qui ont suivi. Donc, on a des chefs d'entreprise maintenant. Et logiquement, ça devrait se poursuivre. Au moins, on devrait avoir un nouveau PDG de Sonelgaz, parce que l'ancien PDG est devenu ministre. Oui. Est-ce que c'est valable pour l'ADE, ce que tu dis, par exemple? Je ne parle pas de l'ADE. Je travaille à l'ADE, je n'en parle pas au CPP. Oui, ça va de soi. Moi, je partage assez ce que dit Abed sur la fragmentation de ces gestions et des raisons qui font qu'il y a du mouvement. Il y a des chefs d'entreprise, tout comme des ministres, qui s'en vont parce qu'ils ont un point de vue sur ce qu'ils font et qu'ils
ils ont cette capacité à défendre leur point de vue au-delà d'une certaine limite. Le cas de Saïdal, la confrontation avec le ministre de l'Industrie, on peut supposer que c'est ce cas de figure. Il y a des ministres peut-être qui sont passés à la trappe parce qu'ils ont défendu une politique qui allait un peu à l'encontre de ce que voulait faire le gouvernement ou le centre du pouvoir, au-delà du gouvernement, c'est-à-dire la présidence de la République, souvent Saïd Bouteflika. Donc, dans d'autres cas, il y a des responsables d'institutions qu'on enlève parce qu'ils sont transparents et parce qu'on a besoin qu'il y ait de l'action. La semaine dernière, Abed a dépeint un petit peu le portrait de Saleh Khabri à la tête de l'énergie. Il n'est pas parti parce qu'il a fait des erreurs, il est parti parce qu'il n'a rien fait. On peut supposer que dans le cas de la RPT, c'est plutôt l'inertie. Qui se souvient, pour reprendre c'est la célèbre phrase de la semaine dernière, d'une déclaration du président de la RPT sur Internet, sur la régulation. On avait des difficultés aussi avec le président à se souvenir, le précédent. Maintenant, il y a des logiques sectorielles qui font que, là aussi, les changements à la tête des institutions dépendent de la volonté de chacun des ministres à marquer de son empreinte ce secteur. Dans le cas de l'APT, dans le cadre du secteur des télécoms, où il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps, Madame Iman, ou Mademoiselle Iman, qui serait peut-être devenue Madame depuis, Madame Iman Faraoun, a respecté un peu le caractère derdourien de ceux qui étaient là avant. Parce que c'était notamment à la RPT, mais aussi à Algérie Télécom et Mobilis, l'univers un peu de sa prédécédrice, et elle a fini par, au bout d'une année, planter ses banderies à elle et à engager des changements. Parce que peut-être que politiquement, elle est plus consolidée, etc. Mais cela ne correspond pas à une vision, une feuille de route, une volonté d'aller dans le sens qu'a indiqué tout à l'heure la numérisation de l'Algérie, créer une économie numérique, etc. D'ailleurs, du point de vue on va dire de la force de représentation de la ministre des MTIC, elle a perdu l'économie numérique au profit d'un sous-secrétaire d'État, enfin d'un ministre délégué auprès du ministère des Finances, qui lui est chargé de développer l'économie numérique. On aurait plutôt pensé que c'était une tâche qui aurait dû être dévolue à la ministre des MPTIC. Bon, on va pas parler que de la RPT du début jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui ont sauté, et d'autres qui vont remplacer, et d'autres certainement qui vont arriver. J'ai cité l'exemple de l'ADE, il va y avoir Sonelgaz. Est-ce qu'on peut penser que ces mouvements interviennent par rapport à des cahiers des charges, à une politique qu'il va falloir appliquer et sur laquelle ces patrons finalement ne sont pas d'accord? J'ai cité l'exemple de... En général, il y a un remaniement ministériel. C'est-à-dire, ça fait très longtemps que l'histoire de l'autonomie des entreprises est morte en Algérie. La tutelle s'exerce sur les entreprises. L'idée qui a existé vers la fin des années 90 des entreprises autonomes, ça n'existe plus. Même s'il y a un conseil d'administration, le président du conseil d'administration, c'est le ministre. Donc, il y a une tutelle directe. Donc, quand il y a un changement de ministre, en général, on change les entreprises qu'il y a derrière. L'ADE, je suis sûr que c'est la bonne explication pour l'ADE. Il y a un changement de ministre. Le patron de l'ADE, qui d'ailleurs a fait des déclarations assez inhabituelles chez les managers, qui en général ne doivent pas parler. Il a parlé des prix, du fait que l'entreprise est mise dans des conditions insupportables, etc. A pris les devants, il a démissionné. Peut-être qu'il n'a même pas attendu que le nouveau ministre lui dise de partir. Il a démissionné. Il a compris comment ça fonctionne. Ce qu'il y a aussi, c'est que on a quitté le monde où ces entreprises obéissent ou s'inscrivent dans une politique, dans un projet économique. On est beaucoup plus dans des intérêts qui sont dictés ailleurs. Pour dire les choses brutalement, dans les travaux publics, par exemple, on sait à peu près quels sont les grands opérateurs des travaux publics aujourd'hui, quels sont les grands entrepreneurs du secteur. Et ces entrepreneurs, il se trouve qu'ils sont dans une proximité suspecte avec le pouvoir. Les nominations qui ont lieu dans un certain nombre de secteurs concernant les travaux publics sont obligatoirement dictées par ces considérations-là. On n'est plus dans une logique d'État ou de vision économique pour faire des choses. On est dans la défense d'intérêts de groupes, de lobbies. C'est valable pour les importateurs, c'est valable pour l'agriculture, etc. Tous les secteurs sont gérés de cette manière. Les patrons des entreprises publiques, ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'initiatives ou ceux qui peuvent se permettre le plus de choses, sachant un petit peu... Les patrons des entreprises publiques ont appris à se taire. Ouais.
et à subir en général, à être des fusibles éventuellement. Quand un patron d'entreprise publique s'exprime publiquement, exprime un point de vue différent de celui du ministre, ça peut avoir deux significations. La première qui est en train de carrément disparaître, ce sont des patrons d'entreprise qui ont une vision des choses. Ça, c'est en train de disparaître. Il y en a presque. La deuxième, c'est que le ministre, le patron de l'entreprise est en conflit avec son ministre. Il a été plus ou moins instruit pour aller dans une direction, pour faire sauter le ministre ou pour prendre sa place. Ça se fait dans le sens contraire aussi. Donc, c'est des logiques. Voilà, mais c'est les seuls où on trouve un patron qui s'exprime. Moi, je voudrais quand même dire un mot de cette rarification des chefs d'entreprise qui ont une vision. On ne mesure pas combien elle est aujourd'hui dramatique dans les conditions où se trouve l'économie algérienne, face aux défis et les challenges qui attendent la diversification et le nouveau modèle de croissance cher à M. Sellal. Aujourd'hui, il y a un désert de ressources humaines publiques pour mettre en œuvre quelque politique que ce soit. Et moi je connais un peu le secteur de l'énergie. On n'était pas content du ministre, on l'a changé. On n'est pas content du PDG de Sonatrach. Et c'est très difficile de le changer parce que on est descendu dans les standards. Il y a 20 ans, il y avait un certain monsieur Bouhafs qui était à la tête de Sonatrach. Je suis désolé, c'est quand même d'une autre trempe. C'est d'une autre trempe. Sur 20 ans, il y a une dégradation de la capacité de management qui est affolante. Et à chaque fois, à chaque nouveau mouvement... Attendez, il n'y a pas que le clientélisme dont a parlé Abed avec les lobbies qui essaient de placer les leurs. Il y a aussi, quelque part, j'ai la faiblesse de le croire, une volonté de l'État de maintenir un minimum d'efficacité dans cette gouvernance du secteur public qui n'arrive plus à satisfaire parce qu'il ne trouve plus les bonnes ressources. C'est extrêmement difficile. À chaque fois, comparons un peu tous les DG qui sont passés dans chaque grande entreprise et ceux qui sont venus après, c'est rarement meilleur. Ça, tu as le gouvernement qui a fait pareil. Hein. Les gouvernements Sellal ont puisé dans le vivier, des Wali, faute de ministrables convaincants. Et sincèrement, j'ai été étonné à Delmarra qu'il n'y ait pas eu de chef de daïra, ministre. Oui, on n'en est pas loin. Sauf que les ministres, ça se fabrique. Hein. Alors, ça se fabrique dans le débat politique, ça se fabrique à l'Assemblée, ça se fabrique dans des institutions qui fonctionnent. Si la tendance politique s'inverse, dans un an, dans 2 ans, on aura une autre élite qui va émerger et on va se rendre compte comment on a fait pour ne pas avoir cette élite depuis 20 ans. Et on va se remettre à faire de vrai journalisme, poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. On va terminer sur le khabar, si vous voulez bien quand même. On peut pas partir sans dire un mot sur cette décision des avocats de se retirer. Les avocats del khabar et Nesprod qui se retirent de l'affaire du rachat du groupe de presse par la filiale de Cevital. Violation de procédure, c'est ce qu'ils dénoncent. Dépassement, excès de pouvoir, parodie de justice, à commencer par le fait que la requête qui est arrivée du ministère ou du ministre de la Communication n'a pas d'assise juridique, n'a pas de personnalité juridique. Alors, l'affaire de fond va être traitée bientôt, je crois le 15 juillet. Et si tout ça ne se règle pas, on va être dans un vrai problème d'application. C'est ce que disaient en tout cas les ministres. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, on va faire un tour de table de cette affaire Al-Khabar qui n'en finit pas. Et... C'est une affaire politique. C'est une affaire du 4e mandat. C'est ce que disaient les avocats. C'est que les avocats se retirent. Si les avocats décident de se retirer, c'est qu'ils considèrent que la partie est pliée. C'est ça. Et donc, ils ne veulent pas partir. Parce que la défense fait partie du fonctionnement d'une justice. Oui. Le fait qu'ils choisissent de se retirer est une stratégie pour dire nous ne participons pas à quelque chose que nous estimons non conforme au fonctionnement de la justice. C'est en même temps un message pour dire que l'affaire elle a été pliée, hein, en même temps un refus de participer. Je ne vois pas autre lecture à faire sur ça. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez, Farid?
Moi, dès le départ, je ne pouvais pas, dans le contexte politique du pays, je ne pouvais pas croire que le Khabar va gagner dans la justice. Donc, aujourd'hui... Je ne crois toujours pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de justice. Donc, les avocats se retirent pour gagner du temps. Voilà. Ouais. L'un des avocats dit précisément aux journalistes de Le Khabar aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on se retire que l'affaire va être close. Et il y aura une autre bataille, celle de l'application. Oui, parce que je pense qu'il y a un volet, rapidement, il y a les informations que j'ai moi, c'est que la transaction a été exécutée jusqu'au bout. C'est-à-dire que il y a eu passage chez notaire et blocage du 5e qu'on ne verse pas à ceux qui ont vendu. Ils ont payé des taxes sur la plus-value qu'ils ont réalisée en vendant. Donc le Trésor public s'est enrichi de cette transaction. Et donc nous sommes dans une situation où, sur le plan légal, la vente a été consommée. Il va falloir la défaire. Donc il va falloir désintéresser les parties. Donc l'État doit remettre de l'argent à la poche pour pouvoir les intéresser légalement. Je pense que pour l'appliquer, ça va être difficile. C'est un peu comme demain il y a le Brexit, le vote en Grande-Bretagne. Il faudra beaucoup de temps si ça passe, si les Britanniques votent la sortie de l'Union européenne. Il faudra beaucoup de temps pour appliquer la sortie parce que il va falloir défaire quelque chose qui existe. Ouais. Et donc la mise en route est une bataille qui vaut la peine. L'application, ça vaut la peine. Dans une réflexion où le pouvoir obéirait à des procédures. Là, il va laisser faire, c'est tout. C'est-à-dire, il y aura un Rabram qui va se débrouiller avec les gens à qui il a donné de l'argent. Il va courir derrière pour les récupérer ou pas. Mais l'État va dire, moi, j'ai une décision de justice qui a annulé une transaction. Le reste, débrouillez-vous. C'est des procédures qui peuvent durer longtemps. Et voilà. Donc, non, mais concrètement. Voilà. Désolé, mais c'est du celle-là. On a, dans le sens où on a voulu régler un problème, c'est-à-dire empêcher M. Rabrab d'acheter une télé ou un journal, on a pris une décision ou une ordonnance à un moment donné. Et on n'a pas envisagé les suites. On ne sait, ça va traîner pendant des années parce qu'il est exclu que ceux qui ont vendu vont rendre l'argent. Qui c'est qui va mettre l'argent? Est-ce que M. Rabrab va accepter de perdre cet argent? Est-ce que l'État va accepter de le dédommager? Et on va entrer dans des histoires de procédures. Est-ce qu'il faut couper l'Internet ou là uniquement Facebook, uniquement Twitter? Est-ce qu'il faut passer par les VPN, etc. Voilà. On va se retrouver dans des débats de procédures et techniques qui sont absurdes. Alors qu'à la base, ce problème n'avait pas lieu d'être du tout. Alors, quand même, pour rappeler la gravité de la situation et rappeler un peu le contexte, et montrer combien, d'une certaine façon, l'affaire El Khabar est relative dans le bras de fer que mène l'offensive, en fait, qu'on mène le cœur du pouvoir contre le groupe Cévital. La Banque d'Algérie a édicté une directive cette semaine pour obliger les entreprises algériennes qui exportent d'utiliser leur propre devise pour financer leur importation en matières premières. C'est une mesure directement orientée contre le groupe Cévital, qui est le premier exportateur dans le pays. C'est une manière de l'empêcher de devenir un exportateur prospère, alors que la directive principale ou l'orientation principale du nouveau plan de croissance de M. Sellal, c'est d'essayer de soutenir les exportations. Cette affaire Cévital rend le pouvoir complètement idiot. Bon, ben voilà. Je vais quand même terminer. On parlait de justice avant de quitter. Et voilà comment la justice intervient quand il faut et quand il ne faut pas. Sonatrach, enfin, Chekib Khalil, on en a encore parlé cette semaine, une nouvelle affaire de corruption. On va beaucoup en parler en 2016, Chekib Khalil. On va beaucoup en parler. Il aurait bénéficié de 42 millions d'euros, je vais quand même le rappeler, de pots de vin, de Léni, en échange d'un rachat, de son hockey pour le rachat d'une firme gazière canadienne qui est active en Algérie. À ce rythme, la justice italienne va peut-être intervenir à la place de la nôtre. Je ne sais pas. Je vais oser une énormité. Le jour où M. Chekib Khalil aura un vrai procès, c'est ce jour-là que le problème de la fraude au bac sera résolu. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Une relation directe. Ouais. Voilà. Merci. Internet ne serait plus coupé. Internet sera plus coupé. On est resté sur idiot. Donc la solution est chez Khalil. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine et à mercredi prochain.